Voir si, tout marche bien. Ah, est-ce que c'est bon? Ouais, super. Du coup, vous avez vu, la réunion est enregistrée. L'idée, c'est de pouvoir ensuite la transmettre, aux personnes qui pouvaient pas être, là aujourd'hui. On essaiera de couper, peut-être, les interactions et de présenter juste la partie où je présente, la méthode. Mais, voilà, donc s'il y a pas de souci avec ça. Peut-être est-ce que Isabelle, tu veux dire un mot? Alors, un petit mot sur le Mmh. chantier global et puis pour vous donner quelques nouvelles peut-être côté agence, notamment la nouvelle que notre 12e programme d'aide, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis désolée, j'ai des travaux dans le bâtiment, du coup vous risquez d'avoir un peu des bruits de fond de temps en temps. Mais donc vous annoncez que notre 12e programme, du coup est en cours d'élaboration, mais a franchi, une étape importante avec, l'adoption de l'énoncé général, en gros les grandes lignes, directrices qui ont été adoptées après un avis favorable du comité de bassin et donc c'est un programme qui s'inscrit dans le plan d'eau, dans les stratégies, dans le cadre du plan eau, pardon et dans le cadre des stratégies nationales et qui a toujours un axe d'intervention, important, majeur pour favoriser, les dynamiques naturelles des milieux et puis pour, reconquérir, la biodiversité, aquatique et humide. Et que du coup, concernant les espèces exotiques envahissantes, toujours des aides, possibles dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'action contre les espèces exotiques envahissantes. Donc ce sera des taux d'aide, possibles à 50 dans ce cadre-là pour, des actions de lutte contre ces espèces exotiques envahissantes. À l'exclusion bien sûr, hein, de lutte, contre ces organismes proliférants qui seraient par l'emploi de produits chimiques, ou bien d'actions qui viseraient, uniquement un objectif, paysager ou sanitaire ou d'usage. Voilà donc tout ça, c'est la condition, c'est démontrer, pour avoir des aides de l'agence, hein, bien démontrer l'intérêt de la lutte par rapport à l'objectif de bon état des milieux et être conforme à la stratégie de bassin. Donc voilà, tout l'intérêt, hein, de la démarche qu'on est en train d'élaborer avec l'animation de Marie, c'est bien de mettre à plat tous ces enjeux d'espèces exotiques envahissantes, sur le fleuve, dans l'idée, de coordonner les actions, de les mettre le plus possible en synergie. Voilà et l'importance du partage de la connaissance, des bonnes pratiques, par rapport aux espèces exotiques, envahissantes sont vraiment, voilà, au cœur du sens de l'action et de ce qu'on pourra financer nous au niveau de l'agence. Voilà, je ne serai pas plus longue, je te laisse la main du coup pour qu'on D'accord. travaille là-dessus. Merci beaucoup Isabelle. Donc on va pouvoir continuer. Juste avant rapidement, donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai pas encore eu l'occasion de croiser. Donc, moi je suis, de formation, je suis ingénieure agronome spécialisée en gestion des milieux naturels et j'ai enchaîné avec une thèse sur les mécanismes qui permettent au solidage, de proliférer, dans les zones humides et après quelques expériences, vagabondage autour de l'animation nature et du monde agricole, je travaille maintenant à la Fédération des conservateurs d'espaces naturels depuis janvier. Et donc principalement sur l'élaboration de cette stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes à l'échelle du fleuve Rhône. Voilà, donc merci à tous de participer à cette réunion. Aujourd'hui, elle est assez importante parce que je vais vous présenter la méthode qui va nous permettre d'identifier les espèces qu'on va cibler dans le cadre de la stratégie, donc à travers, nos actions. Cette méthode, elle est le fruit de plusieurs mois d'échanges avec, les membres du COPIL, mais aussi des experts, et notamment les CBN, qui ont beaucoup participé et donc la structure générale de la méthode, elle a été validée lors du dernier COPIL, en septembre. Par contre, il y a encore un certain nombre de paramètres, comme les seuils qu'on va utiliser pour catégoriser les espèces ou le poids des critères, pour chaque volet d'action qui vont être ajustés, et c'est là que vous allez intervenir. Donc je vous expliquerai, comment au fur et à mesure.
Pour l'instant, là, tout ce que je vous dis, j'utilise des mots que j'ai pas définis et c'est un peu confus, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi, ce webinaire, c'est l'occasion de vous présenter la méthode qu'on va utiliser, et, mais aussi comment est-ce que vous allez pouvoir m'aider à la mettre en place. Et, et aussi, l'objectif, c'est d'avoir votre retour sur des choix qui ont été faits et peut-être des suggestions ou des avis, notamment sur ces seuils, etc. Donc, j'ai prévu des temps d'échange. Par contre, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que vous avez des remarques, des questions. Vous pouvez lever la main. Normalement, Éléonore me fait signe s'il y a une question qui arrive. Vous pouvez aussi poser des questions directement dans le chat. Mais je pense que c'est mieux si on essaie de privilégier d'avoir une interaction en direct. Donc voilà pour moi. Alors, je vais pas vous refaire un cours sur les espèces exotiques envahissantes parce que vous connaissez à peu près aussi bien que moi. Mais je voulais quand même illustrer qu'on va retrouver ces espèces qui posent tout un tas de problèmes, qui s'accumulent au niveau des fleuves. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elles s'accumulent là? C'est parce que le réseau hydrographique va participer à la dispersion d'une partie de ces espèces qui vont venir s'accumuler, comme d'ailleurs les nutriments, au niveau des fleuves et des zones humides concernées, qui sont déjà des espaces favorables aux espèces pionnières de par leur régime de perturbation. Donc, on va vraiment avoir cette accumulation. Et en fait, on va avoir un effet important du réseau hydrographique dans la dispersion des œufs, qui fait qu'au niveau d'un fleuve, je suis désolée, il y a quelqu'un qui a un micro allumé et qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que... Bon, voilà. Merci. Donc, au niveau des fleuves, on a la dispersion des œufs qui va se faire via l'eau, en fait. Et ça fait que la dynamique d'un foyer sur un site va être dépendante des foyers en amont, s'il existe, donc de foyers sources, et de leur gestion. Et ça veut dire que pour que la gestion locale soit la plus efficace possible, et je ne vous apprends pas que c'est compliqué de gérer des œufs, ça coûte cher et on n'a pas toujours les résultats qu'on espère. On a besoin de se coordonner à l'échelle du fleuve pour mener des actions collectives qui soient cohérentes, qui soient concertées et qui permettent d'être le plus efficace possible dans la gestion de ces espèces, à l'échelle locale, mais en fait, finalement, à l'échelle aussi du fleuve. Alors tout ça, c'est un peu compliqué à en mettre en place, c'est pas immédiat. Et il y a déjà eu un gros travail dessus, avec l'Agence de l'eau qui s'est emparée de la thématique pour faire réaliser notamment un état des savoirs et savoir-faire sur les œufs en 2016, qui a aussi abouti à la liste que vous connaissez, la liste du SDAGE, qui définit 69 espèces cibles à l'échelle du bassin. L'Agence de l'eau, elle finance aussi des actions de gestion, donc comme l'a rappelé Isabelle, via son programme d'intervention, donc le 11e programme jusque-là et bientôt le 12e. Et enfin, cette question des espèces exotiques envahissantes, elle a été intégrée au plan Rhône-Saône avec un objectif de structuration de la gestion concertée des œufs sur l'axe Rhône. Et donc, c'est dans cet objectif que s'inscrit notre stratégie. Alors, je ne vais pas vous refaire tout ce qui a été fait pendant la phase de préfiguration, mais juste rapidement reposer un peu le cadre de la stratégie. Donc, cette stratégie, elle vise à la fois la faune et la flore, en ciblant des espèces dont la dispersion est liée au fleuve, parce que je vous expliquais que c'est pour ça qu'on a cette problématique à ce niveau-là, et des espèces qui ont des impacts sur les écosystèmes. Donc ça veut dire que des espèces qui n'ont pas d'impact sur les écosystèmes ne sont pas des espèces qu'on va considérer dans le cadre de la stratégie. Par contre, ça ne veut pas dire que les autres impacts ne vont pas être pris en compte du tout. Ça veut juste dire qu'on a une première sélection au niveau de cet impact sur les écosystèmes et qu'ensuite les autres impacts, par exemple sur les usages ou la santé, vont être considérés pour prioriser ces espèces dans un deuxième temps.
particularité de notre stratégie, c'est qu'elle a 3 échelles spatiales. C'est-à-dire qu'on a l'échelle de l'axe Rhône, donc c'est là qu'on va déterminer le cadre stratégique et méthodologique de la stratégie. Et c'est aussi l'échelle d'animation, la première échelle d'animation du réseau. Ensuite, on a une échelle des tronçons, qui sera l'échelle la plus opérationnelle et dans laquelle on aura, pour certaines actions, par exemple, une déclinaison des groupes de travail, pour prendre en compte les spécificités de chaque tronçon. Ça peut être en termes d'espèces présentes, de milieux, d'usages, etc. Ça va être vraiment une échelle qui est privilégiée pour les échanges entre les acteurs. Et enfin, on a l'échelle locale, qui ne relève pas à proprement parler de la stratégie, puisque les actions menées sur chaque site, elles sont dépendantes du gestionnaire du site, c'est-à-dire de la structure qui a en charge la réalisation et la mise en place d'un plan d'action. Par contre, l'idée, c'est que la stratégie, elle donne des clés, des outils pour faciliter la prise de décision et la mise en place d'actions à cette échelle locale. Donc, c'est vraiment lié. L'idée, c'est d'avoir une stratégie globale qui aide à définir la gestion à l'échelle locale. De façon à ce que cette gestion à l'échelle locale, elle soit quand même coordonnée à l'échelle de l'axe. Donc, cette stratégie, c'est une stratégie. Donc, c'est pas un plan de gestion comme c'était le projet initialement. Pour rappel, cette décision, elle avait été prise parce que, en fait, on n'a pas de maîtrise foncière ou d'usage à l'échelle du fleuve. Et donc, on ne peut pas mettre en place les actions sur le terrain. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir, typiquement, on peut avoir une action sur la mise en place de brigades d'intervention rapide. Mais à l'échelle du Rhône, on n'a pas la maîtrise de ce qui se passe, ça reste de la responsabilité du gestionnaire. Pareil, la stratégie n'est pas un financeur, ce qui ne veut pas dire qu'on a des actions prévues en termes de mutualisation de moyens. Par exemple, on peut penser à la mise en place d'un fonds d'urgence pour la gestion des espèces émergentes. Mais ce n'est pas le financement principal pour toutes les espèces qu'on va dire il faut aller gérer ces espèces-là. Et la stratégie, elle n'a pas non plus vocation à intervenir au niveau de la réglementation, donc soit pour inscrire des espèces dans la réglementation, soit pour intervenir sur son application, donc ce qui est le rôle de la police de l'environnement. Par contre, elle peut aider à mettre en place, elle peut aider les gestionnaires à mettre en place des actions ou des gestionnaires ou par exemple des jardineries, la filière du végétal, etc., à respecter cette réglementation, à comprendre comment, pourquoi et concrètement sur le terrain, comment ça se passe. Donc par contre, notre stratégie, elle est là pour favoriser les échanges et la coopération entre les acteurs de la gestion des eaux présents sur le territoire. Et du coup, pour permettre de mettre en place des actions, on va mettre des actions en place, des actions support, et construire des outils qui vont permettre d'améliorer l'efficacité de la gestion à l'échelle de l'axe. Et pour ça, toujours dans le cadre de la stratégie, on a besoin d'identifier des priorités d'action. Et c'est là que vont intervenir nos listes. Pourquoi on a besoin de faire des listes? À l'issue de la phase de préfiguration, on a un catalogue qui recense toutes les espèces présentes sur le territoire de la stratégie ou susceptibles d'y arriver rapidement. Donc, ce catalogue, on a 138 espèces de flore et 96 de faune. Donc, c'est des espèces susceptibles d'avoir des impacts sur les milieux aquatiques et humides. Bon, mais ça fait beaucoup d'espèces. Et donc, on a besoin de les prioriser pour définir lesquelles on va cibler dans les actions de la stratégie. Parce que c'est pas possible d'avoir une action efficace sur autant d'espèces. Typiquement, si on veut former tout le monde à la reconnaissance d'une espèce pour avoir une bonne idée de où elle se trouve, pouvoir agir rapidement, etc., faire de la détection précoce, sur une espèce, c'est possible. Sur 10 espèces, c'est peut-être possible. Sur une centaine d'espèces, c'est pas possible. Cette priorisation et les listes du coup d'espèces prioritaires qui vont avec, elle a aussi vocation à être un niveau supplémentaire pour aider les financeurs et les gestionnaires à prioriser les actions. C'est-à-dire à prendre en compte les enjeux de l'échelle de l'axe
en plus des enjeux locaux très spécifiques aussi, des enjeux régionaux, des enjeux à l'échelle du bassin, etc. Je dis bien que c'est un niveau supplémentaire pour prendre la décision parce que, en fait, il existe déjà un certain nombre de listes sur le territoire qui remplissent ces fonctions à des échelles différentes. Donc la raison primaire pour laquelle on veut faire ces listes, c'est vraiment d'identifier pour quelles espèces on peut mettre en place des actions de telle façon à ce que la collaboration à l'échelle de l'axe permette d'avoir des meilleurs résultats à moyen et à long terme que l'action individuelle des acteurs. Pour quelles espèces on est plus efficace en collaborant. Attention, donc ça revient avec l'idée de ces différents niveaux de prise de décision. Les espèces qu'on va identifier comme prioritaires à l'échelle du Rhône, elles ne recouvrent pas nécessairement l'ensemble des espèces prioritaires pour un site qui va avoir des enjeux spécifiques. Donc c'est toujours au gestionnaire à ce moment-là de faire l'arbitrage et de prendre les décisions. Bon, alors identifier des espèces pour lesquelles la collaboration des acteurs va permettre de meilleurs résultats que une action individuelle juste en fonction des enjeux du site ou des listes préexistantes, c'est un petit peu plus compliqué. On ne va pas pouvoir faire une liste. En fait, ça va dépendre du type d'action qu'on veut mener. Par exemple, pour les actions de prévention, ça va être pertinent de le faire sur des espèces qui sont absentes du territoire ou faiblement répandues sur le territoire, mais pas sur des espèces qui sont déjà présentes de partout. À contrario, si on veut acquérir des connaissances sur une espèce, c'est mieux qu'elle soit présente. Une espèce qui n'est pas encore présente sur le territoire, on ne peut pas vraiment acquérir des connaissances dessus. Donc, on a identifié 6 volets d'action qui rassemblent des actions qui sont a priori pertinentes pour les mêmes espèces. Donc, dans le volet prévention, on va avoir tout ce qui est gestion des flux de propagules, éventuellement en partenariat avec des gestionnaires qui sont sur les affluents. Et aussi tout ce qui est sensibilisation et partenariat au niveau de la filière horticole et aquariophilie. Dans le volet détection, on va avoir tout ce qui est réseau de veille, formation des agents à l'identification, etc. Et ensuite, j'ai 2 volets qui concernent la gestion. Donc, un volet sur la gestion des populations, c'est-à-dire là-dedans, on va avoir des espèces pour lesquelles on peut avoir raisonnablement des objectifs d'éradication, de réduction ou de stabilisation des populations à l'échelle de l'axe. Ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Et donc, les espèces pour lesquelles ces objectifs ne sont pas réalisables, mais pour lesquelles ça va quand même être important de gérer localement les impacts en fonction des enjeux de chaque site, on va être plutôt sur le volet gestion des impacts. Donc ça va être plus des outils d'aide à la décision, par exemple, qu'on va retrouver là-dedans. Et ensuite, on a des actions d'acquisition de connaissances sur les espèces elles-mêmes, donc sur leur dynamique et les impacts qu'elles peuvent avoir sur les milieux aquatiques et humides. Et de l'acquisition de connaissances aussi sur nous, les protocoles qu'on peut utiliser pour les détecter et les gérer. Voilà. Juste, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires ou parce que ces histoires de volets, elles vont revenir tout au long de la présentation. Donc l'idée, c'est d'avoir pour chacun de ces volets une liste d'espèces pertinentes et priorisées, c'est-à-dire une liste des espèces pour lesquelles c'est pertinent de mettre en place les actions du volet. Donc ces listes, elles vont pouvoir être utilisées par les gestionnaires et les financeurs pour savoir une espèce donnée, où est-ce qu'elle se situe, est-ce qu'elle est plus ou moins prioritaire. Ça va aussi pouvoir être, au niveau de la stratégie, un moyen de se dire, en fait, s'il y a une action qui est menée, par exemple, à l'échelle régionale, sur une espèce qui est sur notre liste de pertinence, donc c'est-à-dire qu'on considère qu'il est pertinent de mener ce type d'action sur cette liste, sur cette espèce, et dans ce cas-là, on va pouvoir participer à cette action, l'appuyer d'une façon ou d'une autre. Mais on veut aussi avoir une liste d'espèces cibles, c'est-à-dire une liste d'espèces plus réduite, sur lesquelles on va pouvoir mettre en place les actions de la stratégie.
Donc ça veut dire qu'on va avoir un nombre d'espèces choisies de façon à maximiser à la fois l'ambition de la stratégie, mais en gardant des actions efficaces. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on veut faire une action de formation, on ne peut pas le faire sur 50 espèces à la fois. Il va falloir choisir un certain nombre d'espèces qu'on va cibler. Une autre façon de voir ces listes, c'est comme un tableau. En fait, où on aurait donc notre liste d'espèces, donc comme dans le catalogue, et les différents volets, nos 6 volets. Donc ici, quand on regarde le tableau, on a donc en rouge des espèces qui vont être les plus prioritaires, donc priorité maximale, et petit à petit en dégradé jusqu'à ce qu'elles ne soient plus prioritaires. Donc si j'ai pas, en gros les cases blanches correspondent à cette espèce, désolée, n'est pas pertinente pour la prévention. Par exemple, pour la prévention, l'espèce 5 n'est pas pertinente. Par contre, l'espèce 1 est prioritaire et l'espèce 2 est aussi est pertinente et a un niveau de priorité un peu moins élevé, mais reste quand même une espèce qui va pouvoir être intéressante à traiter. Voilà, donc ce tableau, comment il faut le lire? Il y a 2 façons. Si je suis un gestionnaire et que je trouve une nouvelle espèce sur mon site, ou même je peux regarder pour l'ensemble des œufs qui sont présentes sur mon site, je vais regarder espèce par espèce. Tiens, c'est quoi les actions pour lesquelles cette espèce est prioritaire? Et ou même, quels sont les volets d'action pour lesquels cette espèce-là est pertinente? Alors mon espèce 6, elle va être pertinente pour la prévention, la détection. Là, je vois même qu'elle est prioritaire pour la détection. Donc si jamais elle est sur mon site, je m'assure que, ça veut dire que je sais qu'il y a un réseau de veille qui s'intéresse à cette espèce. Donc je m'assure que le foyer présent sur mon site est bien répertorié, et cetera. Une autre façon de le regarder, c'est, par exemple, si je suis en train de monter une formation pour l'identification des œufs ou pour leur gestion, je vais aller regarder là, tiens, dans la gestion des populations, c'est quoi les espèces qui sont intéressantes et donc quelles techniques de gestion on peut avoir en parallèle. Voilà, donc ça permet d'avoir une double lecture. Sachant que pour les gestionnaires, ce qui va être très intéressant, ça va être tout ce qui est détection, gestion des populations et gestion des impacts. C'est vraiment ces 3 colonnes-là. Et les autres colonnes, elles seront plutôt intéressantes pour l'animation de la stratégie et pour la mise en place de groupes de travail. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? OK. Parce que du coup, je m'apprête à rajouter un niveau supplémentaire. Ces listes, on va pouvoir aussi les décliner par tronçons. Tout à l'heure, je vous ai dit que, on avait des tronçons différents, sur lesquels on avait des enjeux spécifiques. Donc pour certaines actions, on va être amené à devoir décliner les listes. Donc en fait, cette déclinaison, elle est très simple, elle se fait juste sur la base de la présence ou l'absence des espèces sur le tronçon. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une espèce qui est émergente sur le tronçon amont, mais pas du tout présente en pagaille en Occitanie, ça va pas être très intéressant de mettre en place des actions liées à la détection sur le tronçon aval. Si on sait qu'elle est à des centaines de kilomètres de là, c'est pas une priorité à cet endroit-là. Par contre, ça va l'être sur le tronçon amont. Ces listes, toutes les espèces donc, qui sont sur les listes à l'échelle des tronçons, que ce soit les listes de présence ou la liste d'espèces cibles, c'est les espèces qui sont déjà présentes sur les listes à l'échelle du fleuve. Toujours pas de questions? Je continue. Alors, bon, maintenant qu'on a vu ce qu'on voulait faire comme liste, comment est-ce qu'on fait pour les obtenir? Donc la première étape, ça a été d'identifier les œufs présentes sur le territoire de la stratégie ou susceptibles d'y arriver bientôt, c'est-à-dire des espèces qu'on va trouver globalement présentes sur les affluents. Et ça a été réalisé pendant la phase de préfiguration à partir des listes existantes et de l'enquête préliminaire qui avait été menée en 2023. Donc on a un certain nombre d'espèces qui étaient ressorties. Donc ensuite, il y a eu une présélection de ces espèces avec les critères
à la fois taxonomiques sur la dispersion via le réseau hydrique et les impacts sur les écosystèmes, donc comme je vous l'ai présenté au tout début. Voilà, et bien sûr sur la présence des espèces sur le territoire ou à proximité. Jusque-là, ça c'est des choses qui ont déjà été faites pendant la phase de préfiguration. Et l'étape d'après, c'est d'identifier les espèces qui sont pertinentes pour chaque volet et les prioriser. Pour faire ça, on va prendre un certain nombre de critères. En fait, on va faire une analyse de risque, c'est-à-dire qu'on va regarder d'un côté le facteur risque, donc ce qui est propre à l'espèce. Donc on va avoir 2 critères, l'impact potentiel et la capacité de prolifération. Et on va regarder aussi, est-ce qu'on a comment dire? Est-ce qu'il est opportun d'agir sur ces espèces? Qu'est-ce qu'on a comme opportunité d'action sur ces espèces, nous, à l'échelle de notre territoire? Donc pour ça, on va prendre en compte 4 autres critères, donc la répartition à l'échelle du fleuve, la réglementation, est-ce qu'on connaît des méthodes de gestion pour cette espèce et la probabilité que cette espèce soit introduite. Et finalement, le score final de l'espèce pour un volet d'action, par exemple pour la prévention, il va dépendre des modalités associées à cette espèce pour chacun de ces critères. Alors, on va regarder critère par critère pour que ce soit un peu plus concret. Le premier critère, donc, c'est l'impact potentiel de l'espèce. Donc, on a 4 modalités, fort, moyen, incertaine ou faible. Ces modalités, elles correspondent à un score ICAT. Alors, ICAT, c'est une méthode pour définir un score, pour définir l'impact d'une espèce qui est utilisée à l'échelle internationale. L'idée, c'est de repérer l'impact le plus fort documenté qu'on a pour une espèce. Par exemple, là, dans ce qui est considéré comme fort, on a Massive et Major qui correspondent, donc ce sont des modalités qui correspondent à des espèces pour lesquelles on sait qu'elles ont mené à l'extinction locale d'une espèce, réversible ou irréversible, quelque part. Alors nous, le score ICAT qu'on va utiliser, c'est pas le score à l'échelle mondiale, déjà parce qu'il n'est pas disponible pour beaucoup de nos espèces, et aussi parce qu'en fait, une espèce, elle peut avoir des impacts très forts sur un autre continent, et en fait, être pas problématique chez nous, ou même être indigène sur notre territoire. On va se baser sur des scores qui sont à l'échelle nationale, qui sont réalisés, qui devraient bientôt être publiés dans le cadre d'un projet porté par l'OFB. Donc normalement, on y aura accès rapidement, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, en fonction de ces modalités, donc on va définir pour chaque volet, est-ce que une espèce ayant cette modalité est plus ou moins prioritaire. Donc, les priorités maximales ici correspondent au 1, mes cases orange. 0, c'est une priorité minimale, mais c'est quand même pertinent d'intervenir sur cette espèce. Et les cases en vert correspondent à des cas pour lesquels c'est pas pertinent d'intervenir. Donc, par exemple, là, on a toutes les cases qui correspondent à la modalité d'un faible impact, qui sont en vert, parce que, en fait, s'il n'y a pas un gros impact sur les milieux qui nous intéressent, on n'a pas de raison de travailler, de mettre en place des actions sur ces espèces-là. Et sinon, globalement, en fait, plus les impacts potentiels sont forts, plus on va prioriser l'espèce dans les actions qu'on met en place. Oui? Non? Voilà, donc pareil, si pour une espèce, on n'est pas certain, on ne connaît pas le score ICAT, mais en fait, la priorité, ça va être d'acquérir des connaissances sur les impacts et pas de mettre en place des actions de gestion. On va attendre d'avoir cette information complémentaire pour mettre en place les actions de gestion. Et à l'inversement, on ne va pas mettre en place des actions d'acquisition de connaissances sur les impacts pour des espèces pour lesquelles on a déjà un score. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone et qui n'a pas coupé son micro. Merci. Voilà.
Donc ça, c'est notre premier critère. Ensuite, on a, donc toujours par rapport quelque chose d'intrinsèque à l'espèce, le potentiel de prolifération. Donc pour notre potentiel de prolifération, cette fois-ci, on va utiliser le score de Weber et Goetz, donc qui définit le potentiel de prolifération. En fait, c'est le score qui est utilisé dans les méthodes CBN. Et donc on utilise aussi les mêmes catégories que dans la méthode CBN, donc il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Juste qu'on a quand même quelques espèces qui ne sont pas évaluées, donc qui seront intéressantes à évaluer plus tard. Et au niveau de la priorisation pour les différents volets, en fait, on a le même schéma qu'avec les impacts, avec si le potentiel de prolifération est faible, on ne va pas s'intéresser à ces espèces-là. Et ensuite, plus il est fort, plus on s'intéresse à ces espèces. Et pour des espèces avec un potentiel de prolifération incertain, on va aller sur de l'acquisition de connaissances et pas sur de la gestion. Et inversement, quand on connaît le potentiel de prolifération, on ne va pas faire d'acquisition de connaissances dessus, puisqu'on le sait déjà. Ensuite, on rentre dans les critères qui sont liés à notre territoire et à notre capacité d'action. Le premier de ces critères, c'est la répartition. Alors la répartition, elle est calculée en fonction de deux critères. Le premier critère, c'est le nombre de transects sur lequel une espèce est présente. Donc une espèce, elle va être présente juste sur un transect, ou sur deux, ou sur les trois. Et le deuxième critère, c'est la surface d'habitat favorable colonisé par l'espèce. Donc on va avoir pour les espèces qui sont présentes, 3 catégories. Donc les espèces qui sont présentes sur moins de 5% de la surface favorable. La surface favorable, c'est pour l'instant juste est-ce qu'on est sur du milieu aquatique ou terrestre. Ce pourcentage, il est calculé sur la base des mailles de 5 km qui sont aussi utilisées par les CBN. Voilà, donc en dessous de 5% de la superficie de la surface favorable, on va dire qu'une espèce est en situation d'émergente. Et au-dessus de 5%, si elle est présente sur un ou deux transects, on va considérer qu'elle est localisée. Ça veut dire qu'à l'échelle du territoire de la stratégie, on va pouvoir identifier un front de colonisation. Et si elle est présente sur les 3 transects, dans ce cas-là, on va dire qu'elle est répandue. Voilà. Et donc on remarque quand même que dans nos espèces, on en a 53 qui sont répandues. Donc je suis désolée, je ne l'ai pas précisé au début. Là, quand je vous mets les noms d'espèces, je suis uniquement sur les espèces végétales. Parce que la méthode, pour l'instant, elle a été construite en réfléchissant côté flore. Et l'idée, ça sera d'essayer de l'adapter pour la faune, mais en tout cas, on ne peut pas utiliser les mêmes indices, on n'a pas les mêmes informations, etc. Donc là, c'est vraiment, on parle que de... voilà. Et du coup, sur cette répartition, pour les espèces répandues, on ne va pas avoir des actions justement de prévention, de détection ou de gestion des populations, parce que ça ne sert plus à rien, en fait. Par contre, inversement, sur des espèces qui sont absentes, on ne peut pas faire de gestion ni d'acquisition de connaissances, vu qu'on ne les a pas sur les sites présents sur le territoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même acquérir des connaissances via la bibliographie, par exemple. Mais ça ne va pas forcément être notre priorité. Voilà. Et ensuite, pour les actions de prévention, détection, gestion des populations, plus une espèce est émergente, plus on va la prioriser, parce qu'on a plus donc une espèce émergente, plus on a des chances d'arriver à au moins la contenir et peut-être à réduire sa population ou à l'éradiquer. Je vais dire quelque chose, mais je me souviens plus quoi. Ça reviendra peut-être à un moment. Quand on est sur des espèces répandues ou localisées, on va plutôt être sur de la gestion des impacts. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que, donc comme on disait que pour la gestion des impacts, on peut avoir un site où on n'a que quelques individus, on sait que c'est un habitat qui va être prioritaire, etc. Et on va pouvoir agir dessus quand même, on va inciter à agir dessus.
Pour la gestion des populations, par contre, si on décide qu'une espèce, elle est dans notre liste d'espèces cibles, dans ce cas-là, l'idée, ça va être de dire, en fait, si, elle est en situation d'émergence à l'échelle du fleuve, même s'il y a des sites alors après, bon, à voir en fonction de est-ce que c'est réaliste ou pas, hein, mais l'idée, c'est de se dire que même s'il y a des sites où cette espèce est déjà répandue, mais que c'est très peu et que du coup, ça on va avoir des coûts importants, pour, la gérer, hem, ça va quand même valoir le coup d'aller dessus parce que cette gestion, elle va permettre d'éviter, la «contamination» entre guillemets du reste du fleuve. Donc on va avoir, voilà et c'est là qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on peut faire en termes de mutualisation et cetera pour, que, ben, le site, où il y a cette population qui est déjà bien établie et donc, où on va avoir des coûts importants pour la gestion, heu, bah, si possible, ne porte pas tout, tout seul. Bon, voilà. En tout cas, l'objectif, c'est, c'est ça. Ensuite, on a décidé de prendre aussi en compte, la réglementation. C'est-à-dire, est-ce qu'une espèce, elle est réglementée? Donc, sur la liste, européenne ou nationale ou est-ce qu'on a un plan de lutte à l'échelle nationale, un arrêté préfectoral, sur le territoire et cetera. L'idée, c'est qu'on veut privilégier, donner un peu plus de poids, de priorité aux espèces réglementées, en se disant que, bah, déjà, il y a une obligation derrière, ces espèces, donc sur, des actions d'acquisition de connaissances, bah, ça va être intéressant vu que de toute façon, tout le monde, s'intéresse à ces espèces. Hem et l'idée, c'est aussi que, sur des actions de prévention ou, de détection où on va vouloir, être en partenariat, travailler avec des acteurs en dehors de la stratégie, potentiellement avec d'autres stratégies, ben, ça paraît plus facile de, se mettre d'accord sur ces espèces-là. Voilà, mais c'est pas non plus quelque chose qui va avoir un poids extraordinaire. On parlera de quoi après. Et on est presque arrivé à la fin de mes critères. On a la méthode de gestion, donc en fait, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On veut prendre en compte, est-ce qu'on sait quoi faire avec cette espèce ou pas? Parce qu'il peut y avoir des espèces pour lesquelles, bah, qui sont nouvelles sur le territoire ou même à l'échelle nationale et pour lesquelles on ne sait pas trop ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut absolument pas faire. Et l'idée donc, c'est d'identifier les espèces pour lesquelles, eh ben, on a, des retours d'expérience positifs sur la gestion de l'espèce. Donc pour ça, moi, pour l'instant, j'ai regardé, donc à l'issue de la phase de préfiguration, on avait un tableau des retours d'expérience positifs de gestion associés à certaines espèces, sur le fleuve. Donc on a 27 espèces qui apparaissent dedans, donc c'est déjà pas mal, des espèces sur lesquelles on a un peu une idée de quoi faire. L'idée, c'est de compléter ça avec, ce qui se passe à l'échelle, donc enfin, ce qu'on peut avoir de retour d'expérience à l'échelle nationale, donc dans, les centres de ressources. Et aussi, via, l'enquête dont je parlerai, un peu plus tard. Voilà. Donc bah, l'idée c'est que si on a, pas d on connaît pas, on sait pas quoi faire avec cette espèce, bah, on va pas inciter à gérer cette espèce, on va plutôt aller sur de l'acquisition de connaissances, sur, les moyens de détection et de gestion et à l'inverse, bah, si on sait quoi faire, dans ce cas-là, on peut y aller et dire: «On va gérer cette espèce». Hem, Au niveau de la prévention, ce qu'on a dit, c'est que, ben, une espèce pour laquelle on n'a pas de méthode, il faut vraiment tout miser sur la prévention, parce que, ben, si elle arrive, on ne sait pas quoi faire et du coup, on va rien faire. Éventuellement, on peut la détecter, mais vu que derrière, on n'a pas, une intervention précoce, ben, c'est moins important de la détecter. Pour la détection, on va plutôt aller, prioriser les espèces pour lesquelles on sait quoi faire une fois qu'on les a détectées. Et enfin, la 1er, c'est le dernier, on a la probabilité d'introduction. Donc ça, c'est, quelque chose qui va intervenir, uniquement pour, notre premier volet, donc notre volet, prévention. L'idée, c'est que si la probabilité d'introduction est forte, ben, on va faire plus de prévention sur ces espèces-là que si elle est faible. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que la probabilité d'introduction est forte? On va prendre en compte 2 critères. Donc là aussi, on a des seuils, qui sont, que pour l'instant, j'ai déterminés de façon tout à fait arbitraire et qu'il faudra rediscuter.
L'idée, c'est de regarder est-ce qu'on a une espèce qui est commercialisée ou non, et est-ce qu'elle est commercialisée pour un usage d'extérieur ou d'intérieur. Sachant qu'une espèce commercialisée, ben, et surtout commercialisée en extérieur, on a plus de chances de la retrouver dans les jardins, donc elle a plus de chances de s'extraire, de s'échapper des jardins. Alors que pour une espèce en intérieur, bah, il y a quand même plusieurs étapes, mais c'est quand même des espèces sur lesquelles, par exemple, ça va être très intéressant de faire de la sensibilisation auprès du grand public. Et on va regarder aussi, est-ce qu'on a des populations en milieu naturel plus ou moins loin de l'axe du fleuve. Parce que ben, celles qui sont le plus proches, elles sont plus susceptibles d'arriver rapidement. Donc, peut-être que c'est sur celles-là, si on sait qu'elles sont vraiment quasiment au niveau de la confluence, ben, d'aller discuter avec les gestionnaires sur l'affluent pour regarder ce qu'on peut faire pour que au moins les foyers qui sont là ne dispersent pas sur notre territoire. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas les données pour regarder la distance au fleuve. Donc j'ai juste là les espèces, donc 32 c'est nos espèces émergentes et 10 espèces commercialisées en extérieur. Donc l'idée c'est que une fois qu'on a pour chaque critère, pour chaque espèce, identifié les modalités pour chaque critère, bah, pour une espèce, on peut regarder donc les modalités pour chaque critère et regarder ce que ça nous donne et reporter donc les notes qui correspondent. Il faut que j'arrête de changer de slide sans le vouloir. Donc par exemple, ici, on a une espèce qui est émergente, qui a un impact fort, une capacité de prolifération forte, qui est réglementée, pour lesquelles on a des méthodes de gestion efficaces, mais qui a une faible probabilité d'introduction. Donc là, c'est une espèce méchante, quoi. Et cette espèce, eh ben, on va regarder donc, on va sommer en fait les scores obtenus pour chaque critère par volet d'action. Donc en fait, on a une lecture, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc on a une lecture verticale en fait. On va sommer donc pour la prévention, ici on est à 5, pour la détection on est à 6, gestion des populations on est à 6. Quand on a donc ici c'est NP, c'était mes cases vertes tout à l'heure. Ça veut dire que on a une espèce émergente, donc c'est pas pertinent de faire de la gestion des impacts. Donc peu importe ce qui se passe pour les autres critères, cette espèce ne va pas être dans la liste gestion des impacts. Pareil, elle n'est pas dans la liste acquisition de connaissances sur la gestion parce que on connaît déjà des méthodes de gestion efficaces. Elle n'est pas non plus dans l'acquisition de connaissances sur la dynamique, les impacts, parce que on sait qu'ils sont forts. Donc en fait, cette espèce, elle va être prioritaire. Donc elle va être présente dans 3 volets, prévention, détection et gestion des populations. Et elle va faire partie des espèces ayant la priorité maximale pour les volets de détection et gestion des populations. Si on prend une autre espèce qui lui ressemble beaucoup, mais pour laquelle on n'a pas de méthode de gestion efficace connue, dans ce cas-là, ça va changer. Là où elle va être typiquement, elle a été priorité maximale pour la gestion des populations, là, elle apparaît même plus sur la liste. Par contre, elle va être en priorité maximale sur les acquisitions de connaissances sur la gestion. Et moi, elle va avoir une priorité un peu plus faible pour la prévention et la détection, mais ça reste quand même des niveaux de priorité assez hauts. Voilà. Bon, donc si on est là, on va dire que c'est encore un tout petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, en fonction des volets d'action, tous les critères ne vont pas avoir la même importance. Par exemple, la probabilité d'introduction, elle est très importante pour la prévention, mais pour la gestion, on s'en fiche. Bon, d'ailleurs, la probabilité d'introduction, c'est pas un bon exemple parce que on a dit qu'on s'en occupait pas pour tout ce qui est autre que la prévention. Mais l'existence d'une méthode de gestion, ça va être très important pour les volets de gestion et d'acquisition de connaissances et un peu moins pour la prévention et la détection. Et donc, pour rendre compte de ça, je vais rajouter des coefficients à mes différents critères.
Et alors, je ne vais pas vous présenter exactement donc les coefficients pour chaque... tiens, j'ai des cesse. Les coefficients qu'on va utiliser pour chaque volet. Par contre, je vous ai mis ici comment dire, les critères qui vont avoir le plus gros coefficient pour chaque volet d'action. En fait, ce critère qui va avoir le plus gros coefficient, on peut considérer que c'est un peu comme si on avait un arbre de décision pour définir est-ce que on va mettre en place une action quelque part. Par exemple, pour la prévention, mon critère le plus important, c'est la répartition. Donc ça veut dire que je vais d'abord regarder si j'ai une espèce absente ou émergente, parce que c'est les critères pour lesquels je peux avoir de la prévention. Et ensuite, je vais regarder parmi les espèces absentes, lesquelles je vais prioriser en fonction de leur, par exemple, leur impact potentiel ou leur potentiel de prolifération. D'accord? Du coup, en fait, on va avoir pour la prévention, ce qui va être le plus important, ça va être la répartition, même si on a d'autres critères. Les autres critères derrière vont aussi jouer pour la prévention, hein, notamment la probabilité d'introduction. Ensuite, on va avoir pour la détection, la répartition et le potentiel de prolifération. Pour la gestion des populations, on va avoir regardé la répartition et le potentiel de prolifération aussi. Donc là, l'idée, c'est de se dire que pour ces deux actions, on va aller sur des espèces qui sont, si possible, le plus faiblement présentes. Donc ici, sur des espèces absentes ou émergentes, et pour la gestion, sur des espèces émergentes. Et on va regarder aussi, une chose qui va être très importante, ça va être le potentiel de prolifération, parce que comme on regarde à l'échelle de l'axe, typiquement par rapport au niveau d'impact. Le niveau d'impact aussi, c'est quelque chose qui est très important. Mais enfin, comment dire? Mais comme nous, on est... Enfin, comment dire? Là, le but, c'est d'avoir une action qui soit très rapide. Et dans ce cas-là, ça va être particulièrement pertinent sur des espèces qui sont capables de proliférer très rapidement, sur lesquelles on va avoir des espèces qui vont mettre un peu plus de temps, qui vont avoir une prolifération un peu plus faible, donc qui vont se disperser et former des populations plus denses, enfin avoir besoin de plus de temps pour former des populations très denses. Et ben, on peut prendre un peu plus de temps. C'est celles qui ont vraiment un potentiel de prolifération important sur lesquelles on veut vraiment attaquer les premiers stades de développement. Voilà. Ensuite, sur la gestion des impacts, pour le coup, là, c'est des impacts qui vont nous intéresser, hein, parce que bon, le potentiel de prolifération, finalement, maintenant, on sait qu'il est là, alors il peut intervenir ensuite, en deuxième critère, mais c'est vraiment l'impact, on va vraiment prioriser là des espèces qui ont des impacts très forts. Au niveau de l'acquisition de connaissances sur les espèces, on va avoir comme premier critère la réglementation, parce que un peu à la fois comme proxy de si une espèce est réglementée, a priori ça veut dire que c'est une espèce avec un fort potentiel de prolifération et qui a des forts impacts. Et aussi pour savoir, comme c'est une espèce qui est importante d'un point de vue réglementaire, c'est important pour nous de savoir est-ce que sur notre territoire, elle est vraiment susceptible de poser problème ou pas. Et enfin, pour donc l'acquisition de connaissances sur la gestion, on va avoir l'existence de méthodes de gestion ou pas, forcément. Et on va regarder aussi le potentiel de prolifération avec la même réflexion que pour la détection et la gestion des populations. C'est-à-dire que on va essayer d'avancer au plus vite sur les espèces qui développent le plus vite, qui sont les plus dynamiques. Voilà pour ça. Et donc là, on a toutes nos espèces qui sont classées et on a notre liste priorisée des espèces. Donc on a toutes les espèces pertinentes pour un volet et elles sont priorisées. On a vu tout à l'heure que la liste, elle peut être utilisée telle quelle. Donc par exemple, dans le cadre d'un outil d'aide à la décision, on peut faire référence à une liste. Donc, ou on peut l'utiliser aussi pour décider quel projet de nos partenaires on va soutenir. Mais pour certaines actions, on veut identifier un nombre
limitée d'espèces. Typiquement, c'est si on va mettre en place des actions de formation. Ou pour les actions de gestion des populations, ben, en fait, on ne peut pas dire qu'on va faire une gestion quasi exhaustive et où on ne peut pas demander au gestionnaire d'être sur toutes les espèces, sur une trentaine d'espèces à la fois, par exemple. Donc, il va falloir euh, obtenir un nombre plus limité d'espèces. Et ça, pour obtenir cette liste, euh, on va avoir deux étapes. Donc déjà, on va regarder, on va identifier pour combien d'espèces, euh, enfin, quel est le nombre d'espèces. Bon, un ordre de grandeur, hein, on n'est peut-être pas à l'espèce près, mais est-ce que on peut mettre en place des actions d'un certain volet sur plutôt 5, plutôt 10, plutôt 30 espèces. Une fois qu'on a ce nombre, on va regarder notre liste et on va regarder, là, quand j'arrive, mettons que mon nombre ce soit 5, j'arrive dans mon deuxième niveau de priorité. Enfin, donc, priorité 0, priorité 1. Et dans ce cas-là, je suis entre des espèces là, mais qui ont le même niveau de priorité en fait. Et là, elles sont comme ça dans ma liste, mais elles pourraient être dans l'autre sens. Donc, je vais extraire toutes les espèces qui sont donc là, priorité 0 et priorité 1. Et ensuite, il va falloir choisir parmi ces espèces les espèces qu'on va inclure dans notre liste d'espèces cibles. Et ça, euh, en fait, ça va se faire en concertation via les GT faune et flore, en utilisant des critères supplémentaires qui peuvent être, par exemple, typiquement, c'est là que vont intervenir les impacts sur les usages ou sur la santé. On peut penser par exemple aussi à intégrer, est-ce que c'est une espèce qui est connue par les agents de terrain ou pas? Donc la connaissance générale sur le territoire de cette espèce ou des méthodes associées, etc. Et on peut aussi, et on pourra aussi utiliser comme critère les scores quantitatifs associés aux critères que j'ai déjà présentés. Typiquement, quand on disait que j'ai des critères qui sont, enfin, les 5% pour une espèce émergente, à ce stade-là, en fonction des espèces qu'on obtiendra dans cette liste-là, on pourra dire peut-être qu'en fait, ce serait plus pertinent d'aller sur les 1%, comme ça on peut faire plus d'espèces, ou par exemple les scores de Weber et Gutt, de considérer que là, finalement, moi, si on remonte, top et up, je les ai présentés, hop là, bon là, j'ai entre 28 et 38, c'est la même chose, peut-être qu'on peut reséparer en deux catégories, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est... voilà. Donc, les modalités exactes de qu'est-ce qu'on va prendre en compte comme critères supplémentaires sont pas encore fixées. Et ce sera aussi en partie, donc c'est quelque chose, on va avoir une réunion pour fixer ça avec le COPIL, mais ça pourra aussi être discuté en GT pour, voilà, pour compléter, voir s'il y a des choses qu'on a oubliées, etc. Voilà. Donc là, normalement, on est arrivé à un stade où on a à la fois notre liste d'espèces pertinentes et notre liste d'espèces cibles. Une fois qu'on a ces listes, faut aussi penser à comment est-ce qu'on va les mettre à jour, parce qu'on travaille sur des espèces avec des dynamiques fortes. Et vous avez vu, la répartition, elle joue un rôle important dans la priorisation. Hein, donc je reviens sur ma diapo. Voilà, donc j'ai la répartition, elle apparaissait un peu partout. Enfin, là, j'ai sur 3 volets, sur 6, comme critère prioritaire. Et en même temps, faut du temps. Et puis on sait qu'on a des espèces qui sont très dynamiques, hein, c'est un peu leur caractéristique principale. Et donc que ça change vite, elles se dispersent vite. Enfin, voilà, on peut rapidement avoir une évolution de cette répartition. Et en même temps, pour mettre en place et évaluer des actions de gestion ou d'acquisition de connaissances, il faut du temps. Et donc on a besoin d'une certaine continuité dans les listes. Du coup, ce qu'on propose, c'est de mettre à jour les listes tous les 5 ans, en utilisant la même méthode que je viens de vous présenter, en fait, en réactualisant les modalités pour les différentes espèces. Donc, a priori, ça ne devrait pas non plus changer drastiquement tous les 5 ans, mais on va avoir des espèces qui vont passer d'une catégorie à l'autre. L'idée, c'est, dans ce cas-là, au moment où on redéfinira
les listes d'espèces cibles, de prendre en compte les espèces sur lesquelles on a déjà des choses en place et peut-être que on ne veut pas arrêter quelque chose que ça fait 5 ans qu'on met dessus. Donc ça sera des choses à discuter au moment de mettre en place les listes de quelles espèces on va faire rentrer, lesquelles on va sortir. Et là, du coup, on voit tout l'intérêt aussi de garder, j'ai pas insisté là-dessus, mais de bien garder une trace de pourquoi, de quels critères on a utilisé, qu'est-ce qu'on a à disposition pour choisir telle espèce plutôt que telle autre. Et c'est ce qui va pouvoir nous permettre aussi d'être cohérent dans la durée. Voilà. Et on a un cas de figure qui est un peu particulier, c'est quand on a des espèces qui sont pour l'instant absentes du territoire et qu'on va repérer pour la première fois sur le territoire. Et là, l'idée, c'est de les intégrer au fil de l'eau, parce que c'est à ce stade où où elles arrivent qu'on peut être le plus efficace et donc où tout de suite, une espèce qui était absente sur laquelle on faisait de la prévention, si on l'observe quelque part, tout de suite, il faut dire on va faire de la détection autour et on va faire de la gestion. Si bien sûr, cette espèce rentre dans, on sait qu'elle a un fort potentiel de prolifération, enfin, en tout cas, rentre dans les critères qui font qu'elles sont prioritaires sur le volet de gestion des populations. Voilà. Donc l'idée, donc là j'ai mis 1 an, hein, parce que donc quand je dis au fil de l'eau, en fait, s'il faut trouver des nouvelles, enfin voilà, avoir des informations, on a besoin d'informations complémentaires, et cetera. Et puis le temps que la donnée remonte, qu'on puisse l'intégrer. Voilà, c'est 1 an, c'est déjà bien, si on arrive à faire ça. Voilà. Et donc, d'où l'intérêt aussi d'identifier, même pour les espèces absentes, des modalités qui sont pas forcément très importantes pour déterminer si on veut faire de la prévention ou pas. Euh, mais, mais qui, par contre, au moment où on les détecte, tout de suite, ça devient crucial de savoir est-ce qu'on veut faire de la gestion dessus ou pas. Et typiquement, est-ce qu'on connaît des méthodes de gestion. Voilà. Et ça, du coup, c'est pour la mise à jour des listes. Donc là, j'ai un peu, voilà, je vous ai présenté un peu la méthode dans son ensemble et les critères, etc. Je vais terminer rapidement en vous disant que donc, tout ce que j'ai présenté là, c'est un peu compliqué, mais quand même assez joli sur le papier. Et que la partie qui est compliquée, surtout, c'est d'associer à chaque espèce les modalités qui lui correspondent pour chaque critère, pour pouvoir remplir en fait ce tableau et savoir dans quelle liste on est, avec quel niveau de priorité. Et ça, c'est un travail qui a déjà été engagé, donc que je suis en train de faire en ce moment avec l'aide des CBN et de l'OFB. Mais j'ai aussi besoin de votre aide, notamment sur 2 points. Sur donc les données, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais les données que j'utilise pour la répartition, c'est celles qui ont été fournies par les CBN début 2023. Et on sait que déjà, ces données ne sont pas exhaustives et aussi que les populations peuvent évoluer rapidement. Donc, moi, voilà, mon besoin, c'est pour les espèces que j'identifie aujourd'hui comme répandues ou même localisées, c'est pas très grave parce que ça va pas changer en 1 an ou 2, ça va pas changer. Par contre, pour les espèces que j'identifie comme en situation d'émergente ou absente, j'ai besoin d'être sûre que je sous-estime pas leur répartition parce qu'il manquait des données qui sont pas remontées ou euh, voilà, ou que entre-temps, elles sont arrivées sur le territoire où on prolifère. Et cette information, c'est vous, les gestionnaires, qui l'avez. Et donc l'idée, en fait, c'est de faire un questionnaire en novembre. Et dans ce questionnaire, d'associer, donc vous présentez donc la liste des espèces pour lesquelles je me pose des questions. Donc là, en l'occurrence, pour la répartition, ce sera les espèces émergentes ou absentes. Alors, je réfléchirais à faire quelque chose de peut-être un peu plus intelligent que juste envoyer la liste complète à tout le monde, peut-être quelque chose par tronçon, avec un lien vers la carte où moi j'ai les données que j'utilise. Et l'idée, c'est que si jamais votre site, vous avez l'espèce sur votre site et que la maille correspondant à votre site, on ne voit pas l'espèce, dans ce cas-là, de me donner les coordonnées de votre site pour que j'ai, enfin les coordonnées ou le nom du site, ou enfin quelque chose qui puisse me permettre d'associer à la bonne maille.
pour que je puisse mettre à jour les données et si éventuellement ça fait passer d'émergentes à localisées. Voilà, ça peut nous permettre d'aider à faire le tri et à être vraiment sur les espèces les plus pertinentes. Euh, l'autre chose, euh, l'autre chose dont j'ai besoin, c'est au niveau de l'existence de méthodes de gestion avec des résultats positifs. En fait, j'ai déjà des informations issues de la phase de préfiguration. Donc, il y avait eu déjà un questionnaire. Et donc, j'ai une liste de méthodes faisant l'objet de retours d'expérience sur le Rhône avec des espèces associées. Donc ça, j'ai déjà rempli. Mais comme je vous dis, je trouve que 27 espèces, et ça me paraît assez peu. Donc, je suis en train de compléter ça avec les retours d'expérience à l'échelle nationale ou sur la Loire. Euh, mais voilà, je suis preneuse aussi de tout retour. Si jamais vous avez des expériences positives, alors positif, ça ne veut pas forcément dire on a éradiqué l'espèce, mais au moins d'arriver à, désolée, au moins d'arriver à stabiliser la population à l'échelle du site. Euh, voilà, donc ça, c'est les deux gros points dans le questionnaire. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est vous qui pourrez me le dire. Et ça, en plus, ça me permettra par la suite, éventuellement, si on veut faire des retours d'expérience, voilà, donc rédiger, etc., pour pouvoir les transmettre à tout le monde, ça me permettra aussi de savoir qui contacter sur tel ou tel espace. Voilà, les deux points. Donc, voilà. Et donc, ensuite, l'autre grosse étape, ça va être de déterminer dans les listes d'espèces pertinentes, donc que normalement, fin, en fin d'année, je devrais arriver à sortir, de regarder, donc de réunir en fait les GT, donc le GT Flore début 2025, pour équilibrer les critères, enfin les poids attribués à chaque critère et éventuellement les points aussi attribués à chaque modalité, donc en fonction de ce qu'on observe vraiment, donc d'avoir votre avis d'expert sur, tiens, il y a telle espèce qui ressort et pas telle autre et je comprends pas pourquoi, et voilà, d'essayer d'éclaircir ça parce que finalement, là, j'ai mis des poids, j'ai mis des modalités, c'est un premier essai, mais ensuite, j'ai besoin de votre retour sur est-ce que ce que j'obtiens, c'est quelque chose qui paraît cohérent ou est-ce que, voilà, parce que pareil, ce que je vous disais tout à l'heure pour les seuils, c'est qu'il y a des choses que j'ai fixées de façon arbitraire, parce que moi, j'ai pas la connaissance de toutes les espèces. Voilà. Et donc, il y aura cet exercice-là et aussi la sélection des espèces cibles pour chaque famille en fonction des critères qu'on aura déterminés à l'avance. L'idée, c'est d'identifier les critères à l'avance pour que je puisse les sortir pour les espèces concernées et qu'on les ait pour les réunions du GT. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, là, on a parlé pour la flore. Et l'idée, c'est, pour l'instant, je prévois ça en mars, de faire une réunion du GT Faune pour essayer de voir est-ce que c'est pertinent d'adapter la méthode. Dans ce cas-là, comment? Parce que, enfin, comment dire, voilà, si on garde, est-ce qu'on garde les mêmes critères? Est-ce qu'on choisit d'autres critères? Est-ce que, pour les critères, on peut pas, enfin, il y a des indices qui sont spécifiques à la végétation, hein, ICAT ou Weber et Gott, j'ai pas ça pour la faune. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place, comment on substitue? Ou est-ce que finalement on se rend compte qu'il faut faire une méthode complètement différente? Alors moi, je préférerais qu'on fasse quelque chose d'un peu homogène, euh, mais est-ce que finalement c'est pas pertinent pour la faune? Et dans ce cas-là, voilà, de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre méthode qui nous permettrait d'arriver quand même à nos fins. Voilà. Et donc par rapport à ces GT, j'ai déjà une liste qui avait été faite pendant la phase de préfiguration, donc de personnes qui sont préidentifiées. Et ces listes, je vous les enverrai en même temps que le questionnaire. Et comme ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour participer et qui n'avaient pas été identifiées,
ou inversement, des personnes qui avaient été identifiées et qui finalement ne veulent plus participer. Voilà, mettre à jour et avoir un maximum de personnes qui sont intéressées, qui puissent participer. Bah, je vous remercie tous d'avoir pris ce temps avec moi. Et j'en profite pour remercier un peu plus spécifiquement bah, les membres du COPIL et des CBN et de façon générale bah, toutes les personnes avec qui j'ai beaucoup échangé cet été à la rentrée pour pouvoir créer et mettre en place cette méthode. Et ben, merci d'avance à tous pour m'aider via le questionnaire et les groupes de travail. Et, euh, et ben, on se retrouve pour le webinaire de fin d'année le 19 décembre avec où normalement bah, je pourrais vous présenter déjà des listes de pertinence par tronçon. Voilà.